Je m'appelle Jake Aragon. Je ne suis pas le genre de personne qui aime apparaître dans les journaux ou qu'on se souvienne d'elle dans des histoires au coin du feu. Mon travail est quelque chose que peu de gens comprennent et encore moins croient. Je suis un chasseur de créatures surnaturelles. Pas ces types glamour comme les loups-garous ou les vampires des films hollywoodiens. Non, je m'occupe des horreurs qui vivent dans l'ombre de petites villes oubliées, dans les coins où les gens ont même peur de murmurer leur nom. Le 5 mai 1995, une nouvelle particulière a attiré mon attention alors que je feuilletais le journal en cette matinée grise. Le titre était simple. De mystérieuses noyades effraient les habitants de Cedar Creek. Au début, cela ressemblait à une simple tragédie banale. Mais quand j'ai lu les détails des hommes retrouvés morts dans la rivière la nuit, sans signe, évident de violence, certains disparaissant complètement, ne laissant derrière eux que des vêtements déchirés et des fragments de souvenirs confus, quelque chose m'a fait frémir. C'était trop étrange pour être accidentel. Et je savais que s'il y avait quelque chose d'étrange, je devais être là. J'ai décidé de me rendre à Cedar Creek, une petite ville perdue au milieu de nulle part, entourée de forêts denses et traversée par une rivière sinueuse qui semblait tout engloutir autour d'elle. Je suis arrivé au crépuscule, alors que le ciel commençait déjà à s'assombrir, tachant l'horizon de tons rougeâtres. La ville avait un air mélancolique, presque suffocant. Les rues étaient désertes, et les quelques personnes que je voyais marchaient précipitamment, évitant de me regarder directement. Il semblait que tout le monde était au courant des rumeurs concernant la rivière, mais personne ne voulait en parler. Il y avait quelque chose dans l'air, une tension invisible, comme si le cri de la rivière résonnait dans le cœur des habitants. Jai louait une chambre modeste dans une ancienne pension tenue par une femme âgée au visage ridé. L'intérieur du lieu sentait la poussière et le vieux café, mais il était fonctionnel. Jai rapidement défait mes valises. Mes bagages ne contenaient pas grand-chose, quelques vêtements de rechange, mon fidèle carnet et mon arsenal spécialisé contre les menaces surnaturelles. Sel sacré, symboles protecteurs, herbes séchées, balles gravées, d'inscriptions anciennes, tout ce qui pourrait être nécessaire pour affronter ce qui se cache derrière ces noyades. Alors que je préparais mes pièges mentaux pour ce qui allait arriver, je me suis rappelé des cas passés. C'est alors que Jai trouvait quelque chose dans mon journal. Une note prise par mon grand-père il y a plusieurs décennies. Il parlait d'une créature connue sous le nom de La Llorona, un esprit féminin latino-américain qui rôdait près des plans d'eau. Leur cri caractéristique a résonné toute la nuit, attirant les victimes sans méfiance vers leur destin final, la noyade. Vêtue de blanc, elle incarnait le deuil et la vengeance. Une mère trahie qui, accablée par la folie, a noyé ses propres enfants et erre désormais éternellement, entraînant les autres à partager sa douleur. Cela m'a fait geler. La Llorona était exactement le type de créature qui pourrait être à l'origine des événements de Cedar Creek. Tout avait un sens, les noyades nocturnes, la proximité de la rivière, le récit d'un homme qui a réussi à s'enfuir disant avoir entendu des pleurs. Je savais que je devais agir rapidement. Cette créature ne choisirait pas ses victimes au hasard, elle chassait, et je devais briser son cycle avant qu'une autre vie ne soit prise. Dès le coucher du soleil, je suis sorti explorer la scène du crime. La rivière traversait la ville comme une cicatrice noire, reflétant la faible lumière du croissant de lune. L'eau semblait calme, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Un lourd silence planait dans l'air, rompu seulement par le bruissement des feuilles dans le vent et le coassement lointain et occasionnel d'une grenouille. Je sentais chaque pas résonner en moi, comme si le sol lui-même était vivant et observait mes mouvements. Je restais immobile un moment, essayant de sentir sa présence. Il n'était pas nécessaire de voir La Llorona pour savoir qu'elle était proche. Sa plainte était capable de transpercer l'âme de n'importe quel mortel, éveillant à la fois la peur et la tristesse. Et même si je ne l'entendais pas encore, je sentais son ombre planer sur moi, attendant le bon moment pour frapper. Cedar Creek serait le théâtre d'une bataille que je ne pourrais pas éviter. Je ne savais tout simplement pas, à ce moment-là, à quel point cette nuit allait changer ma vie pour toujours. La nuit avançait, et le froid venant de la rivière semblait pénétrer jusqu'aux os. Je savais que la Llorona n'était pas n'importe quelle créature. Elle ne chassait pas par faim ou par instinct animal, elle recherchait la douleur, la vengeance, un vide infini qu'aucune âme ne pouvait combler. Et cela la rendait imprévisible, dangereuse d'une manière que je pouvais à peine imaginer. Pourtant, j'avais une mission, et je n'avais pas le temps d'hésiter. Jai marchait le long de la berge boueuse, mes pas lents et calculés, tandis que j'observais chaque détail autour de moi.
La rivière semblait vivante dans la pénombre de la lune, ses eaux sombres reflétant les ombres des arbres noueux qui poussaient au bord de l'eau. Il y avait quelque chose qui n'allait pas ici, quelque chose au-delà du silence oppressant. Les feuilles des arbres se balançaient sans vent, comme si elles étaient touchées par des mains invisibles. Ma peau picotait, un avertissement clair que je n'étais pas seul. Jai sortit mon sac à dos et Jen est sortie une petite fiole de sel sacré, la versant en cercle autour de moi. Il s'agissait d'une mesure de précaution fondamentale, mais nécessaire. Les esprits comme la Llorona pourraient être manipulateurs, capables de tromper même les plus expérimentés dans leur jeu d'illusion. Le sel agissait comme une barrière, au temporaire, un avertissement indiquant que j'étais conscient de sa présence et que je ne serais pas pris au dépourvu. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un son lointain, presque imperceptible, qui transperçait le silence comme une lame tranchante. Un cri, faible au début, comme le murmure d'un enfant perdu, mais il prit rapidement de la force, se transformant en un cri aigu et désespéré. Mon cœur battait à tout rompre, mais je restais calme. C'était elle. La Llorona arrivait. Le son semblait venir de partout à la fois, se répercutant sur les arbres, l'eau, l'air lui-même. Il n'y avait aucun moyen de déterminer son origine. Jai fermait les yeux pendant un bref instant, essayant de concentrer mon esprit. Je savais qu'elle voulait m'attirer, m'éloigner du cercle de protection. Mais je ne pouvais pas céder. Je devais garder le contrôle. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Une silhouette vêtue de blanc émergea de l'ombre entre les arbres. Il était impossible de dire exactement où il commençait à apparaître, c'était comme si elle avait été cousue à l'environnement, faisant partie de l'obscurité elle-même. Sa robe flottait autour d'elle-même s'il n'y avait pas de vent pour la faire bouger. Son visage était partiellement recouvert d'un voile humide, mais je pouvais toujours voir ses yeux. Ils étaient vides, sombres comme des gouffres sans fond, remplis d'une douleur qui transcendait l'entendement humain. Elle ne bougea pas immédiatement. Elle restait là, immobile, me regardant avec ses yeux insondables. Et puis, il a commencé à marcher vers moi, lentement, flottant presque au-dessus du sol. Chacun de ses pas semblait faire trembler le monde autour de moi. L'eau de la rivière commença à bouillonner, comme pour répondre à sa présence. De petites vagues commencèrent à se former, clapotant le rivage comme des langues affamées. Je savais qu'elle mettait à l'épreuve mon courage, ma détermination. Beaucoup avant moi avaient en succombé au désespoir qu'elle dégageait, incapables de résister à la tristesse qu'elle injectait dans leur esprit. Mais j'avais déjà fait face à des horreurs similaires. Je savais que la douleur n'était pas la mienne. C'était le sien, et je ne pouvais pas permettre qu'il me consume. Jai sortit le fusil de mon sac à dos, chargé de balles de sel sacré. Ce n'était pas une arme conventionnelle, mais elle ferait l'affaire. Jai pointait dans sa direction, gardant mon objectif stable. Elle s'arrêta un instant, penchant la tête sur le côté, comme si elle était curieuse de connaître ma réaction. Puis quelque chose a changé. Ses yeux se remplirent de haine, et elle poussa un cri perçant et assourdissant qui résonna dans toute la vallée. Cela a suffi à briser ma concentration pendant un moment. Je tombais à genoux, me tenant la tête dans les mains, essayant de bloquer le son. C'était comme si 1000 voix criaient en moi, toutes implorant de l'aide, de la pitié. C'était trop dur à supporter. Mais ensuite, je me suis rappelé qui j'étais. Jacques Aragon, chasseur de créatures surnaturelles. Cela ne pouvait pas échouer. Avec un effort surhumain, je me suis relevé. Elle était plus proche maintenant, presque au bord du cercle de sel. Je pouvais voir clairement son visage pour la première fois. Sa peau était translucide, comme si elle était faite d'eau, et des larmes noires coulaient de ses yeux, tachant le sol où elle tombait. Elle a tendu la main vers moi et j'ai ressenti une forte attirance, comme si quelque chose essayait d'arracher mon âme de mon corps. J'ai tiré. Le premier coup de feu toucha le sol à côté d'elle, mais ce fut suffisant pour la faire tressaillir. Elle cria à nouveau, cette fois de douleur, et sa forme éthérée vacilla pendant un instant. Jen ait profité pour tirer à nouveau, en visant cette fois directement sa poitrine. La balle l'a touchée de plein fouet, et elle a reculé en chancelant, laissant échapper un son guttural qui ressemblait à un mélange de pleurs et de colère. Mais elle n'a pas disparu. Pas complètement. Elle était plus forte que ce à quoi je m'attendais, alimentée par des siècles de souffrance et de haine. Au lieu d'abandonner, elle a commencé à se multiplier. Soudain, 3 personnages vêtus de blanc apparurent, chacun d'eux poussant le même cri d'angoisse. Je savais que ce n'étaient que des projections, des illusions créées pour me distraire et me confondre.
Mais il était néanmoins difficile de distinguer lequel était réel et lequel était faux. Jai rechargeait le fusil en serrant la main, essayant de garder le contrôle. Je savais que je ne pouvais pas continuer à tirer indéfiniment. Il devait trouver un moyen de l'affaiblir, de rompre son lien avec ce monde. J'ai sorti de mon sac à dos une petite bouteille contenant un mélange d'herbes séchées et de cendres de bois de saule, un ancien rituel que mon grand-père avait décrit dans ses notes. J'étale le contenu sur le sol autour de moi, formant un nouveau symbole de protection. La Llorona réalisa ce que je faisais et attaqua avec plus de férocité. Leurs formes ont commencé à tourner autour de moi, essayant de briser ma concentration. L'eau de la rivière montait en haute colonne, comme si elle était vivante, essayant de m'atteindre. Jai sentit le poids de la peur peser sur ma poitrine, mais Jai continuait. Il n'y avait pas d'autre choix. Finalement, Jai complétait le symbole et récitait mentalement les mots anciens que mon grand-père avait enregistrés. C'était comme si une barrière invisible s'élevait autour de moi, repoussant les personnages. Ils ont crié à l'unisson, le son si fort que j'avais l'impression que mes tympans allaient éclater. Mais je savais que ce n'était que le début. La Llorona n'abandonnerait pas si facilement. Elle commençait tout juste à montrer son véritable pouvoir. Jai regardait à nouveau la rivière. L'eau bouillait maintenant, comme si elle était sur le point d'exploser. Et puis, au milieu de la confusion, Jai vit quelque chose qui m'a figé. Un visage. Ce n'était pas son visage, mais celui d'une enfant. Une petite fille aux yeux effrayés et aux lèvres tremblantes. Elle m'a regardé, implorant de l'aide. Un instant, Jai hésitait. Était-ce un piège? Ou bien la Llorona avait-elle vraiment des enfants piégés dans ce cycle de souffrance? Je n'avais pas le temps de réfléchir. La créature approchait à nouveau, plus en colère que jamais. Je devais prendre une décision rapide avant qu'il ne soit trop tard. Le visage de l'enfant dans l'eau m'a paralysé un bref instant, mais je me suis vite rendu compte que ce n'était là qu'une autre illusion de la Llorona. Elle jouait avec moi, essayant de me distraire, de me faire hésiter. Il savait que si je cédais à cette vision, je serais perdu. Mais l'image était si vivante, si pleine de douleur et de désespoir, que pendant un instant, j'ai senti ma détermination y vaciller. C'était là son arme la plus cruelle, la capacité d'exploiter les faiblesses humaines, de nous faire douter de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Mon grand-père en avait parlé dans son journal. La Llorona n'était pas seulement un esprit vengeur, elle était une manifestation d'un chagrin éternel. Une force qui se nourrissait de la tristesse et de la culpabilité des autres. Et j'avais besoin de m'en souvenir. J'avais besoin de garder mon esprit concentré, de ne pas laisser ces manipulations toucher mon cœur. Mais elle ne voulait pas me laisser le temps de réfléchir. Avec un rugissement assourdissant, la Llorona émergea complètement de la rivière, sa forme désormais beaucoup plus solide et menaçante. Sa robe blanche était trempée, collait à son corps translucide, révélant des contours qui semblaient faits d'eau courante. Ses mains, longues et fines comme des branches tordues, étaient tendues vers moi, et ses doigts étaient comme des griffes acérées prêtes à déchirer ma chair. L'eau autour de lui tournait en violentes spirales, formant de petites tornades, qui avancèrent vers moi, essayant de briser le cercle protecteur que j'avais créé. Jai tirait à nouveau, cette fois en visant directement son visage. La balle de sel sacré transperça l'air avec un sifflement aigu et toucha sa cible avec précision. Elle cria, un son qui semblait venir d'un autre monde, et recula de quelques pas, mais cela ne disparut pas. Au lieu de cela, son corps a commencé à se fragmenter, comme s'il était fait de verre sur le point de se briser. De minuscules fissures sont apparues sur sa peau translucide, et des gouttes d'eau noire ont commencé à couler de ses yeux, de sa bouche et de ses blessures, tachant le sol autour de lui. Je savais que c'était un signe de faiblesse. Elle était affaiblie, mais il ne serait toujours pas facile de la vaincre. La Llorona était ancienne, puissante, et sa connexion avec le fleuve la maintenait ancrée à ce plan. J'avais besoin de trouver quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait rompre définitivement ce lien. Jai courut jusqu'à la berge de la rivière, ignorant les tourbillons d'eau qui tentèrent de me tirer en arrière. Jai sortit de mon sac à dos une petite fiole contenant de la cendre de bois de saule mélangée à des herbes séchées, un rituel que mon grand-père avait décrit comme un dernier recours contre les esprits de l'eau. C'était risqué, mais je n'avais pas d'autre choix. J'étalai le contenu de la fiole dans l'eau, murmurant les anciens mots qu'il avait notés dans son journal. Chaque syllabe quittait ma bouche comme un murmure rauque, chargé de poids et de sens. La réaction a été immédiate. La rivière semblait trembler,
comme si elle combattait quelque chose d'invisible. Les eaux ont commencé à bouillonner violemment, envoyant des jets élevés dans l'air, et une vapeur dense a commencé à s'élever de la surface, obscurcissant tout ce qui m'entourait. La Llorona poussa un cri d'agonie, un son qui résonna dans la vallée comme le tonnerre, et sa forme commença à se fondrer rapidement. Les fragments de son corps tombèrent dans l'eau comme des morceaux de glace fondante, mais elle ne disparut pas complètement. C'est alors que Jay réalisait quelque chose de terrible. Elle fusionnait avec la rivière, en devenait une partie. Son énergie se dispersait, mais elle n'était pas détruite. Si je ne faisais pas quelque chose rapidement, cela éclaterait simplement à nouveau, plus fort qu'avant. Il devait sceller l'endroit, rompre son lien avec ce monde une fois pour toutes. Jay ramassait le dernier objet que j'avais apporté avec moi, un petit poignard en argent gravé de runes anciennes. C'était un héritage familial, quelque chose que mon grand-père utilisait pour ses propres chasses. Je savais que c'était dangereux, peut-être mortel, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Jay courut dans la rivière, ignorant la sensation glaciale, de l'eau qui montait jusqu'à mes cuisses, et j'ai plongé le poignard dans le courant. Je murmurai les derniers mots du rituel, sentant leur poids vibrer dans chaque cellule de mon corps. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Je restais là, tenant le poignard à deux mains, attendant l'inévitable. Et puis, la rivière a explosé. Une vague gigantesque s'est élevée dans les airs, m'enveloppant complètement, et j'ai eu l'impression d'être aspiré dans un tourbillon sans fin. Tout autour de moi tourbillonnait dans un tourbillon d'eau, d'ombres et de lumière déformées. J'entendais la Llorona crier, sa voix résonnait dans mon esprit comme 1000 voix simultanées, suppliant, maudissant, pleurant. Mais il ne pouvait pas céder. Jay serrait le poignard plus fort, sentant le métal froid s'enfoncer dans ma main alors que je canalisais toute ma volonté pour accomplir le rituel. Finalement, il y eut un éclair intense, comme un éclair traversant le ciel nocturne, et tout s'arrêta. Quand Jay ouvert les yeux, j'étais allongé au bord de la rivière, trempé et épuisé. Le silence était absolu, comme si le monde lui-même avait retenu son souffle. La rivière était désormais calme, ses eaux reflétant le clair, de lune comme un miroir d'argent. Il n'y avait aucun signe de la Llorona, aucune ombre, aucun pleur, aucune trace de sa présence. Mais je savais que cela ne voulait pas dire qu'elle était complètement détruite. Les esprits comme elle étaient difficiles à éliminer pour toujours. Je venais de sceller sa connexion avec cet endroit, la bannissant temporairement dans un endroit où elle ne pourrait plus faire de mal. Mais elle savait aussi que si quelqu'un rompait à nouveau cet équilibre, elle reviendrait. Je me levai avec difficulté, sentant le poids de la bataille dans chaque muscle de mon corps. Ma main saignait à l'endroit où le poignard m'avait entaillé la peau, mais cela n'avait aucune importance. J'avais survécu. Une fois de plus, il a affronté l'impossible et en est ressorti vivant. En revenant à la maison d'hôte, Jay ressentit un étrange sentiment de vide. Ce n'était ni un soulagement, ni une victoire. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Peut-être était-ce la prise de conscience que peu importe tous mes efforts, je ne pourrais jamais vraiment vaincre le mal. Il a toujours trouvé le moyen de refaire surface, de s'adapter, de continuer à exister. Et je savais que tant qu'il y aurait des endroits comme Cedar Creek, il y aurait du travail pour moi. Cette nuit a changé quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique ou les marques que la bataille avait laissées sur mon corps. C'était quelque chose de plus subtil, quelque chose que je ne remarquerais que bien plus tard. Quelque chose qui me ferait me demander qui j'étais vraiment et pourquoi je continuais à faire ce que je faisais. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais, c'était dormir. Quand je suis finalement arrivé à la maison d'hôte, l'horloge sur le mur indiquait presque 3 heures du matin. La vieille dame qui dirigeait l'établissement était assise dans un fauteuil à bascule dans le couloir sombre, un épais châle recouvrant ses épaules voûtées. Elle ne dit rien en me voyant entrer, mais son regard lourd et fatigué semblait pénétrer mon âme. Je savais qu'elle se méfiait déjà de ce que j'étais et de ce que je faisais. Les gens comme elle l'ont toujours su, même sans parole. Je montais les escaliers lentement, chaque marche résonnant sur le bois craquant. Mon corps tout entier me faisait mal, comme s'il avait été écrasé par des pierres invisibles. Jay enlevait mes vêtements mouillés et me suis jeté sur le lit, sans même prendre la peine de me sécher les cheveux ni de vérifier mes blessures. Je me suis endormi presque immédiatement, mais ce sommeil n'a pas été paisible. Jay rêvait de la rivière, de la Llorona et de ses larmes noires, du visage de cet enfant qui m'avait regardé en implorant de l'aide. Et, au milieu de mes rêves,
J'entendais sa voix, basse et lointaine, murmurer quelque chose que je ne comprenais pas. Je me suis réveillé avant l'aube, en sueur et le cœur battant. La pièce était silencieuse, mais quelque chose me dérangeait encore. C'était comme si le poids de la nuit précédente pesait encore sur moi. Une ombre invisible dont je ne parvenais pas à me débarrasser. Je me suis levé lentement, j'ai enfilé des vêtements propres et j'ai emballé mes affaires. Il n'y avait aucune raison d'y rester plus longtemps. Cedar Creek n'avait plus besoin de moi. Mais avant de partir, j'ai décidé de faire une dernière promenade dans la ville. J'ai parcouru les rues désertes alors que le ciel commençait à s'éclaircir, se teintant de nuances de rose et d'orange. Les maisons semblaient au plus vivantes désormais, moins effrayantes à la lumière du jour. Cependant, je savais que la tranquillité n'était que superficielle. Il y avait quelque chose ici, quelque chose que personne ne voulait admettre, quelque chose qui ne serait peut-être jamais complètement résolu. Je me suis encore arrêté au bord de la rivière. L'eau était calme, presque inoffensive, reflétant le ciel clair comme un miroir parfait. Mais je connaissais la vérité. Cette beauté sereine était un masque, une illusion soigneusement construite pour cacher l'horreur qui vivait juste sous la surface. Je suis resté assis là un moment, observant le doux mouvement des eaux, et j'ai sorti mon cahier de ma poche. J'ai noté tout ce qui s'était passé ces dernières heures, détaillant chaque étape, chaque décision, chaque erreur. Je savais que cela pourrait être utile à l'avenir si quelqu'un d'autre devait faire face à quelque chose de similaire. Mais en écrivant, j'ai réalisé que quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement un épuisement physique ou mental, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose que je ne pouvais pas nommer complètement. Peut-être était-ce dû au fait que j'avais vu le visage de cet enfant, que j'avais ressenti, pendant un bref instant, la douleur de la Llorona. Peut-être était-ce la prise de conscience que, peu importe tous mes efforts, je ne serais jamais capable d'éliminer complètement le mal de ce monde. Il trouverait toujours un moyen de revenir, de s'adapter, de continuer à exister. Et moi, je resterais juste une pièce dans ce jeu infini, un chasseur éternellement à la recherche de quelque chose qui ne pourrait jamais être complètement conquis. J'ai mis le journal de côté et suis resté là encore quelques minutes, perdu dans mes pensées. Alors je me suis levé et j'ai marché jusqu'au pont qui traversait la rivière. Je me suis arrêté au milieu et j'ai baissé les yeux, observant le doux courant qui coulait entre les rochers. J'ai sorti le petit poignard en argent que j'avais utilisé lors du rituel et je l'ai tenu dans mes mains pendant un moment. Il était taché de sang et de cendres, rappel permanent de ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai remis le poignard dans mon sac à dos et j'ai continué à marcher. J'ai quitté la ville sans me retourner, en suivant la route poussiéreuse qui traversait la forêt dense. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque j'ai finalement atteint ma voiture, garée au bord de Cedar Creek. Je suis monté à bord, j'ai démarré le moteur et j'ai commencé à rouler, sans destination précise. Pendant tout le trajet, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à cet enfant. Est-ce ce que ça a vraiment existé? Ou était-ce juste une autre création de l'esprit torturé de la Llorona? Je ne le saurais jamais avec certitude. Mais quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus à raconter, quelque chose que je n'aurais peut-être jamais le courage d'explorer. Quelques jours plus tard, en feuilletant mon journal dans un motel bon marché d'une autre ville, j'ai découvert quelque chose qui m'a arrêté net. Une phrase que mon grand-père avait écrite dans ses propres notes, et que j'avais complètement oublié. La Llorona n'est pas seulement un esprit de vengeance. C'est une mère qui pleure pour ses enfants perdus. Et ceux qui l'entendent pleurer ne retrouveront peut-être jamais la paix. Ces mots m'ont fait trembler. Pendant un instant, j'ai cru entendre quelque chose au loin. Un son faible, lointain, presque imperceptible. Un cri, fragile, triste, désespéré. Je me suis figé, le journal à la main, et j'ai regardé par la fenêtre. Il n'y avait personne. Dehors, juste l'obscurité de la nuit et le vent qui faisait bruisser les arbres. J'ai rapidement fermé le cahier et l'ai mis dans mon sac à dos, essayant de bannir cette pensée. Mais depuis, il m'arrive de me réveiller en pleine nuit avec le sentiment que quelque chose m'observe. Et quand je me regarde dans le miroir, je vois quelque chose d'étrange dans mes propres yeux, quelque chose que je ne peux pas expliquer. C'est comme s'il y avait là un reflet différent, une ombre qui ne devrait pas exister. Et parfois, quand je suis seul, j'entends des pleurs, minces, lointains, presque imperceptibles, comme un écho de cette nuit à Cedar Creek. Je sais que la Llorona est là, quelque part, en train d'attendre. En attendant le prochain chasseur, la prochaine victime, le prochain cycle de douleur et de vengeance. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais je sais que tant qu'il y aura des endroits comme cette rivière,
Des histoires comme celle-ci ne finiront jamais.